bonsoir à tous et merci de votre présence. Donc cette guerre de Crimée, c'est une guerre qui est un peu oubliée maintenant. Et pourtant, c'est une guerre qui a fait près d'un demi-million de morts en 2 ans, de mars 1854 à mars 1856. Et cette guerre peut être considérée comme la première de l'ère moderne, car elle a inauguré toute une série de choses, que ce soit la capacité vulnérante des armes qui ont été utilisées, les stratégies qui ont été déployées, et également, en ce qui nous concerne plus directement, la manière dont le service de santé des armées a été mis en place, notamment par les Français, qui étaient là avec quelques longueurs d'avance sur nos collègues britanniques. Alors, les protagonistes, vous les voyez figurer sur cette diapositive, c'est d'une part les Français avec Napoléon III, les Turcs, Abdülmecid, les Anglais, c'était le règne de la reine Victoria, et le tsar de Russie était à l'époque Nicolas Ier. Alors cette guerre, qui va faire donc un demi-million de morts, débute sur des raisons un peu futiles. Une querelle à propos des lieux saints, qui aurait dû être réglée depuis longtemps, puisque depuis les croisades, au moment de Soliman le Magnifique, il y avait eu un accord avec Saint-Louis, comme quoi les Français allaient assurer la protection des lieux saints et des chrétiens de Palestine. Et puis, en fait, avec les musulmans, puis les Ottomans, l'Empire ottoman qui comportait donc la Palestine, il y avait relativement peu de problèmes. Et les problèmes sont survenus après le grand schisme en 1054, entre les orthodoxes et les catholiques romains. Et c'est un peu la suite. C'est-à-dire que le tsar a voulu préserver et protéger l'accès aux lieux saints pour les orthodoxes. Il avait d'ailleurs l'intention de vouloir assurer la protection de l'ensemble des sujets de confession orthodoxe dans l'Empire ottoman, et vous verrez qu'il y a un certain nombre de pays qui étaient à majorité orthodoxe, mais qui étaient sous le joug ottoman. Alors, les lieux saints, eh bien, c'était d'une part la basilique du Saint-Sépulcre, c'était surtout aussi l'église de la Nativité à Bethléem, et là, c'était un problème de clé. Les Français et les Latins voulaient la clé de la porte principale et les orthodoxes voulaient les confiner à une porte latérale. Et puis, en représailles, ils avaient volé l'étoile d'argent qui était marquée du sceau de la France. En fait, Napoléon III a suivi tous ses prédécesseurs pour défendre les intérêts des catholiques, mais il n'était pas très à l'aise dans cette affaire parce qu'il venait de faire son coup d'État en 1852 et il avait promis au peuple français la paix, et une paix industrieuse, laborieuse et qui les enrichirait. Donc il n'était pas pressé de faire la guerre, et pendant tout un temps il va rentrer dans la guerre à reculons. Il aurait voulu pouvoir l'éviter, il a fait tout ce qu'il fallait, des rencontres pour essayer de l'éviter. En revanche, Nicolas Ier, lui, avait des idées bien arrêtées. Le problème des lieux saints était tout à fait contingent pour lui, mais on verra que c'était surtout, face à un empire ottoman en déliquescence, la possibilité pour la Russie d'accéder à la Méditerranée et éventuellement de récupérer au passage un certain nombre de territoires tels que la Valachie, la Moldavie, pour pouvoir assurer cet accès à la mer Noire et à la Méditerranée. Il a envoyé pour cela son plénipotentiaire, qui était le prince Menchikov, pour, on ne pourrait pas dire faire de la diplomatie, parce que ce monsieur était extrêmement cassant, orgueilleux, et il a trouvé le moyen de dresser contre lui les Turcs, qui n'avaient pas tellement de possibilités de s'opposer, mais qui finalement ont rompu les négociations quand il a prétendu vouloir imposer sa protection à tous les chrétiens orthodoxes des pays ottomans.
Alors, il a été par la suite en charge des armées russes et de la flotte russe. Il était parfaitement incompétent, donc il a freiné tout ce qu'il a pu la modernisation de la flotte russe, et ça va leur coûter très cher. Et il va perdre toutes les batailles dans lesquelles les troupes russes vont être engagées. Et donc, en 1855, le tsar va le remplacer par le prince Gorbatchev. Alors, pour vous situer un peu les lieux, vous voyez que on est ici au niveau de la mer Noire. Dans un premier temps, les alliés français et anglais vont rester un peu en dehors. Les Français vont s'installer dans la presqu'île de Gallipoli et les Anglais sur le versant asiatique de Constantinople, face à Constantinople, à Scutari. Et puis, donc, il va y avoir un premier accident, on dirait, qui va se passer à Sinope. La flotte turque avait été envoyée pour approvisionner les bases turques d'Asie mineure. Et il y a eu des conditions météorologiques désastreuses qui fait qu'elle s'est réfugiée dans le port de Sinope. Et quelques heures, quelques jours après, la flotte russe est arrivée en face, a détruit complètement la flotte turque et en plus a bombardé sans avoir averti personne la ville de Sinope en faisant de nombreux tués et nombreux blessés. Donc la flotte alliée, anglaise et française, ont décidé à ce moment-là d'entrer dans la mer Noire, de passer les détroits, et en représailles, ils vont bombarder le port d'Odessa, qui était le port de commerce du sud de la Russie, qui est actuellement en Ukraine. Et il y a donc un port militaire qui était Sébastopol et un port de commerce Odessa. Donc, à la suite de ce bombardement de Sinope, qui a dressé les opinions publiques anglaises et françaises contre les Russes, et qui a conduit à ce bombardement d'Odessa. J'étais il y a quelques jours à Odessa, et vous voyez que dans le piédestal du monument de duc de Richelieu, qui était le créateur d'Odessa, contrairement à ce qu'on pense, Odessa est une ville qui n'a que 200 ans. Elle a été créée par des émigrés français, notamment le duc de Richelieu. Et on voit ici un boulet qui a été conservé dans le socle de sa statue, qui se trouve juste au sommet des escaliers, des fameux escaliers d'Odessa. Alors on voit ici les bateaux alliés bombardant Odessa. Ils se sont contentés de bombarder le port. Malgré tout, ils ont voulu faire un blocus et ils ont laissé 2 navires en face du port d'Odessa, toujours avec ces tempêtes redoutables de la mer Noire. Il y en a un qui a été fracassé sur le rivage et les Russes n'ont plus qu'à faire prisonnier le personnel de ce navire. Donc, à ce moment-là, les Anglais vont prendre conscience que derrière ce prétexte de la querelle des lieux saints, il y a la volonté des Russes d'accéder à la Méditerranée et donc le risque de couper la route d'Égypte et des possessions anglaises de cette zone. Et donc, on voit que les troupes vont, à ce moment-là, les Russes vont attaquer à partir de cette zone de Moldavie et de Valachie. Et donc, les Turcs vont répliquer, vont s'opposer avec succès, malgré leur infériorité. Et voyant que les Turcs risquent d'être débordés, les armées anglaises et françaises vont débarquer à Varna. Et les troupes russes ne vont même pas attendre l'arrivée des troupes alliées et vont refluer parce que, d'une part, le terrain est très mauvais. Les troupes françaises, notamment, vont payer un tribut épouvantable à une épidémie de choléra qui va décimer l'armée. Et donc,
au lieu de pouvoir avancer comme ils l'avaient envisagé dans la vallée de la Dobrouchka, ils vont devoir s'arrêter et revenir sur Varna. Et là, ils vont être confrontés au problème médical, je dirais, d'hygiène, de comment faire face à cet afflux massif de patients de colériques, une forme de choléra très grave qui emportait les malades en moins d'un jour, 2 jours, 3 jours maximum. Donc, pourquoi les Russes sont-ils retirés ? Ce n'est pas tellement par crainte des armées anglaises et françaises, c'est surtout parce qu'il y a le voisin qui est l'Empire austro-hongrois, qui voit d'un très mauvais œil les Russes arriver sur les rives du Danube. Donc, le tsar avait l'espoir que l'Autriche-Hongrie allait s'allier avec lui, et cet espoir est déçu. Et donc, voyant cela, les troupes russes remontent vers le nord. Donc, on se trouve à ce moment-là dans une situation où il n'y a pas eu véritablement de combat, mais l'armée, en particulier l'armée française, est en train d'être décimée par cette épidémie de choléra. Et donc, une nouvelle stratégie est mise en œuvre avec l'accord de Napoléon III, parce que toutes les décisions qui vont avoir lieu au point de vue stratégie dans cette guerre sont prises à 5000 km de distance, à Paris et à Londres. Et donc, ils décident de changer leur, pas dire leur fusil d'épaule, mais leur objectif, et leur objectif, c'est devenu la Crimée. Donc, ils vont rembarquer. Ils vont rembarquer et ils vont devoir attendre comme d'habitude. Ça va devenir très rapidement une habitude. Ils vont devoir attendre les Anglais qui mettent beaucoup plus de temps pour se mettre en route. Mais ils arrivent donc en Crimée. Les Français auraient voulu débarquer au sud de Sébastopol, à Kamièche. Et les Anglais, non, pour nous, c'est mieux Eupatoria, qui est au nord, à 70 km au nord de Sébastopol. Alors, ils prennent du retard, et puis ils se retrouvent dans une situation où il va falloir faire 70 km pour arriver à Sébastopol. Le débarquement donc, a lieu à Eupatoria, au nord de Sébastopol, et c'est un modèle du genre. En une journée, les troupes françaises, de plusieurs dizaines de milliers de soldats, de matériel, sont débarqués dans un ordre impeccable. Et on voit donc, une fois débarqués, la troupe passer en revue par le général en chef, le maréchal de Saint-Arnaud et le général Canrobert. Mais il va donc falloir maintenant se diriger vers Sébastopol, qui est au sud. Et vous voyez, là, il y a la route Eupatoria-Sébastopol, et puis il y a là un fleuve qui est l'Alma. Et les Russes ont eu tout le temps, vu le retard des Anglais, vu la nécessité de venir de Eupatoria, de renforcer leur défense, et ils attendent les Alliés sur les berges de ce fleuve, qui sont particulièrement élevés. Et vous voyez à la disposition, les Français, en fait, vont attaquer, et il va falloir escalader les rives de l'Alma, y monter les canons, et c'est le général Bosquet qui, là, s'illustre une première fois, en réussissant à faire ce tour de force et à surprendre les Russes qui pensaient avoir des moyens de défense naturelle et qui se retrouvent dominés par les canons français qui ont été montés à dos d'homme sur les collines. Et donc, la bataille de l'Alma est une bataille dans laquelle vont s'illustrer les Zouaves. Les Zouaves sont des régiments qui ont été constitués en Algérie, mais qui sont désormais constitués essentiellement d'Européens, de Français de souche. Et ces Zouaves, donc, rompent un peu la tradition du combat à la Napoléon en ligne et en carré, pour, au contraire, privilégier le dynamisme, la spontanéité, et donc ils attaquent
et ils vont se faire une légende de cette attaque de l'Alma. Et ils auront une énorme réputation qui va se concrétiser notamment par la statue du zouave du pont de l'Alma. Et là, je vais faire une toute petite digression pour faire plaisir à Patrick Berche. Il a écrit un papier très amusant sur ce zouave Jacob qui était en Crimée et qui s'est découvert alors qu'il était dans la musique des zouaves. Une fois, une jeune enfant fait une syncope, il la ramasse et il la guérit instantanément. Donc il se dit qu'il a un don et il va exploiter ce don en faisant du magnétisme avec un regard absolument extraordinaire, l'imposition des mains quelquefois. Alors il ne demandait pas d'argent, il acceptait les cadeaux, mais il ne demandait pas d'argent. Et comme à l'époque, il n'y avait pas de conseil de l'ordre, puisqu'il a été créé sous Vichy, il y a eu quelques plaintes de médecins d'exercice illégal de la médecine, mais pas beaucoup plus. Et donc, il a une réputation extraordinaire. Un de ses patients lui offre un cabinet dans la rue de la Roquette, et la foule envahit les trottoirs au point que les commerçants en sont fâchés. Cette gloire va persister même au-delà de la mort, et il est donc enterré dans le cimetière de Gentilly, où de temps en temps encore des gens viennent fleurir sa tombe. Voilà, c'était une courte digression pour, si vous êtes intéressé par cette histoire, vous pouvez lire la publication de M. Berche. Alors, un mot sur les protagonistes militaires. Le grand chef de l'armée française sera le maréchal de Saint-Arnaud, qui a combattu en Algérie, comme pratiquement tous les gens qui vont être impliqués dans la guerre de Crimée. Donc c'est des gens qui sont expérimentés, qui ont déjà un art de la guerre, je dirais. Le pauvre maréchal de Saint-Arnaud va être très malade, il était cardiaque, il attrape en plus le choléra, et lors de son rapatriement sur Constantinople, il va décéder à bord du Berthollet, le navire qu'il avait amené de France. Il ne rentrera donc pas dans Sébastopol, et c'est le maréchal Canrobert qui lui succède. C'est un homme très courageux, il sera blessé plusieurs fois, dont d'une grièvement à la bataille de l'Alma et à Inkermann, mais c'est un caractère aussi assez rugueux. Il va s'engueuler, on peut dire, avec Lord Raglan, qui était le chef du corps expéditionnaire britannique, et il va falloir le ramener en France, parce qu'autrement, ça posait problème. Et il avait l'habitude de signer ses ordres du jour, tout va bien, signé Canrobert, c'était sa manière à lui d'être optimiste. Alors il sera remplacé donc à la fin par le maréchal Aimable Pélissier, qui n'était pas très aimable, on vrai dire. C'était un Russe assez violent, et surtout il s'était illustré en Algérie par des exactions sur les populations civiles. Et là, il va décider que ça en est assez, qu'il faut prendre Sébastopol, et il mettra les moyens qu'il faut, c'est-à-dire qu'il exigera en fait de la troupe des sacrifices pour pouvoir emporter la ville. Alors un mot du général Bosquet, du maréchal Bosquet, qui est lui un homme tout à fait remarquable, qui lui aussi a été blessé pendant l'attaque de Malakoff, et qui a, dans toutes les batailles où il a été engagé, été le facteur déterminant du succès, par son génie stratégique et par sa fougue qui était tout à fait naturelle. Il était d'ailleurs tellement fougueux qu'il avait avec lui toujours 2 ou 3 cantinières, entre guillemets, qui étaient nécessaires pour sa bonne santé sexuelle. Alors en face, on avait les troupes anglaises qui étaient, elles, dirigées par le baron Raglan, le même qui a donné son nom aux habits. On verra après qu'un autre qui s'appelle Cardigan, qui a été aussi très remarquable par ses vêtements. Donc c'est quelqu'un de très bien, mais je dirais que les Anglais, vous allez le voir, tout au long de la guerre, ont été à la remorque des Français, et que si les Français n'avaient pas été là dans un certain nombre de circonstances, ça se serait très mal passé pour eux. Alors voilà les opérations. Vous voyez Sébastopol qui est là, le siège qui commence,
après la bataille de l'Alma qui s'est déroulée là. Donc les troupes sont venues encercler Sébastopol, qui est une ville remarquablement située avec une rade magnifique. Donc c'était idéal pour un port de guerre. Et les troupes russes de réserve sont situées donc en périphérie. Et ils vont essayer de dégager Sébastopol de l'emprise franco-britannique. Et il y aura donc des batailles. Il y aura la bataille de Balaklava, ici, en octobre 1954, et ici, après la bataille d'Inkerman, quelques jours plus tard. Donc les Russes essayent de rompre le front, et en particulier le siège de la ville. Les Français étaient, le quartier général était là, proche de Kamièche, qui était le port où se situait la flotte française, tandis que les Anglais étaient plus au sud, ici, et leur port d'attache, en quelque sorte, était Balaklava. Alors, ces batailles vont être extrêmement rudes, et en particulier pour les Anglais qui ne sont pas très bien au point. Là, la bataille de Balaklava, il y avait un défilé entre les montagnes, et ils n'ont rien trouvé de mieux que de commander à la brigade légère de foncer dans ce défilé, alors que les Russes les attendaient de chaque côté et au fond avec des canons, et ça a été une boucherie. Donc, heureusement, les Français, là encore, sont intervenus avec le général d'Allonville, qui est venu au secours des Anglais pour éviter un anéantissement complet des troupes anglaises. Et donc, là, ils doivent une vierge chandelle aux troupes françaises. Alors, la bataille d'Inkerman, quelques jours plus tard, donc en novembre 1954, là aussi, les Anglais se sont fait surprendre. Ils étaient tranquillement au bivouac le matin à attendre, alors que les Français avaient donné un rendez-vous à 6h du matin ou 5h du matin. À 8h, 9h du matin, ils étaient encore au bivouac. Et les Russes les ont surpris au bivouac. Et donc là encore, ils se sont fait massacrer. Et là encore, c'est grâce au général Bosquet et à sa troupe, ses chasseurs et ses zouaves, qu'ils ont pu s'en sortir. Donc ils ont quand même remercié au nom de l'Angleterre l'intervention française. Alors, on arrive au siège de Sébastopol. Vous voyez donc ici la rade. La ville est ici. Les troupes du siège sont tout autour. Et il y a un endroit ici qui est le fort de Malakoff, qui est en quelque sorte la clé de défense de Sébastopol. Et c'est cette défense qui va maintenir le siège pendant tout un hiver. D'autre part, les Russes, la flotte russe s'est réfugiée à Sébastopol, et ils ont sabordé les vaisseaux à l'entrée de la rade pour empêcher les vaisseaux de la flotte anglaise et française d'avancer dans la rade. Et il y aura un pont de bateau qui sera construit qui permettra à la fin du siège aux troupes et à certains habitants de fuir vers le nord. Donc ce siège va durer très longtemps, et il est vécu du côté russe par notamment Léon Tolstoï, qui a écrit un livre, Les récits de Sébastopol, que je vous engage à lire, qui est très intéressant, très bien écrit, qui est un peu la préfiguration de Guerre et Paix, et qui rend bien compte de l'atmosphère qu'il y avait dans Sébastopol assiégée. Côté des troupes françaises, eh bien, là aussi, ils vont inaugurer quelque chose, c'est les tranchées. La guerre de tranchées est dans un hiver particulièrement rigoureux, car sur les bords de la mer Noire, il fait chaud l'été, mais il fait très froid l'hiver, il y a de la neige, et il y aura en plus des épidémies qui continuent, choléra, typhus, il y aura des gelures,
il y aura également du scorbut qui va apparaître, et ils en sont réduits à manger des pissenlits pour éviter le scorbut, et des salicornes pour éviter donc le scorbut. Là, vous voyez le général Canrobert qui a été blessé, donc il a le bras en écharpe, qui visite les tranchées durant cet hiver où il y a de la neige. Et donc, Pélissier, en arrivant, va décréter qu'il faut prendre Sébastopol. Ici, c'est MacMahon qui passe en revue ses troupes avant l'assaut. Cet assaut qui va être donné et qui va être victorieux, mais qui va être très difficile. Et donc, les Zouaves, là encore, vont s'illustrer par cette capacité à aller de l'avant, même avec la prise des tranchées ennemies de façon très, très difficile. Alors, il y a cette phrase très connue de MacMahon disant « J'y suis, j'y reste ». On lui avait dit, quand il est arrivé au sommet de Malakoff, bon, probablement, le fort est miné, il va sauter. Là-dessus, il y a un émissaire anglais qui vient en demandant « Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous restez ou est-ce que vous vous repliez ?» Et MacMahon lui répond « J'y suis, j'y reste ». Et donc, la prise de Malakoff va marquer la prise de Sébastopol. Et Pélissier va entrer 2 jours plus tard à l'intérieur de Sébastopol. La guerre n'est pas finie pour autant, puisque les troupes russes se sont repliées au nord, mais les Alliés ne vont pas poursuivre. Ils ont en tête la campagne napoléonienne et le désastre de la campagne de Russie, et ils ne veulent à aucun prix poursuivre les Russes. Donc il y aura encore quelques combats sporadiques, mais il n'y aura pas de grandes batailles, et la paix sera signée à Paris le 30 mars 1856. Alors, c'est un traité un peu curieux dans ce sens qu'il n'y a aucun gain territorial pour les vainqueurs. Et la seule chose qu'ils ont obtenue, c'est que la flotte russe ne pourra pas sortir de Sébastopol, ne pourra pas sortir de la mer Noire. Mais les gros problèmes qui se profilent à l'horizon, en particulier l'Italie, l'unité italienne, les Piémontais ont rejoint les Alliés dans les dernières années, derniers mois de la guerre, en pensant justement concilier les bonnes grâces de la France et de l'Angleterre pour faire leur unité. En fait, il faudra une guerre contre l'Empire austro-hongrois, et ce sera la campagne d'Italie qui sera, elle aussi, des plus destructrices, disons, des plus meurtrières. Et c'est pendant la campagne d'Italie, à Solferino, que Henri Dunant va assister et va avoir l'idée de créer la Croix-Rouge. Donc, mais c'est tout à fait dans le style. Et alors, les autres problèmes ne sont pas résolus. La Pologne, le statut de la Pologne n'est pas résolu non plus. Et pendant ce temps-là, alors que la France et l'Angleterre prenaient une bonne saignée, la Prusse, tranquillement, préparait son armement, ses troupes, et la guerre de 70, qui arrivera quelques années plus tard, après ces campagnes désastreuses de Crimée, d'Italie, du Mexique, va faire que les armées françaises seront vaincues, pratiquement sans combattre. À noter que Bazaine, qui s'est rendu lâchement à Sedan, avait été gouverneur de Sébastopol après la prise de la ville. Alors, on va passer maintenant à ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire la médecine et les soins médicaux. Donc, c'est une guerre qui a été effroyable. Et Scrive, dont on va parler en détail dans un instant, a, tout au long de la campagne, noté avec une très grande précision, vous voyez, à l'unité près, d'une part les effectifs qui ont été engagés et qui ont monté très rapidement de 46 000 à 143 000 hommes, le nombre de prises en charge, près de 200 000, et puis, ce qui est tout à fait particulier dans ce type de guerre, le relativement petit nombre de tués par les armes, comparaison de ceux qui sont morts d'épidémie. Alors, les soldats qui étaient atteints, soit blessés, soit atteints d'une maladie, d'une infection, choléra ou typhus, etc.,
dans un premier temps, étaient pris en charge sur place. On verra qu'il y avait la médecine de l'avant, prise en charge sur place, puis transfert sur l'arrière dans les hôpitaux de Constantinople, puis rapatriement en France. Et là, la marine a joué un rôle considérable. Au point de vue de la marine, on était à une époque charnière. C'est-à-dire que jusque-là, c'était la marine à voile. Et à partir de là, la flotte française et la flotte britannique vont être équipées de bateaux à vapeur, qui va leur donner une supériorité considérable, en particulier sur les Russes. Donc, la marine a joué un rôle extrêmement important pour les débarquements, pour les rapatriements. La marine, pendant 2 ans, a fait un travail extraordinaire. Alors les soins aux blessés, eh bien, on est dans la tradition de l'Empire, de Persie, de l'arrêt, pour cette prise en charge du relevage et du transport des blessés. Et puis il y a un fait, j'insisterai un peu, vous en savez pourquoi, sur l'anesthésie sur le champ de bataille. L'éther vient d'être découvert, le chloroforme l'année suivante, par Simpson, et tout de suite, on verra que les médecins militaires français s'en sont emparés et l'ont appliqué sur le terrain. Et puis, ce qui est nouveau également, ce sont les infirmières. Les Français avaient un corps d'infirmières qui était constitué de sœurs de charité extrêmement dévouées. Les Anglais n'en avaient pas. Et à la suite d'un reportage dans le Times montrant les conditions épouvantables dans lesquelles les blessés et les malades anglais étaient pris en charge, il y aura la décision d'envoyer des infirmières et Florence Nightingale donc, se portera volontaire pour partir avec un groupe d'infirmières à Scutari. Alors, les médecins qui vont intervenir, c'est d'une part Michel Lévy, qui était le premier médecin inspecteur général de la santé militaire, et qui a eu un parcours extrêmement brillant, élu à l'Académie de médecine, qu'il a présidé. Il a été donc le médecin inspecteur général de l'armée d'Orient, au début. Et puis ensuite, il a dirigé l'école impériale d'application de médecine pharmacie militaire. Donc c'est quelqu'un de tout à fait remarquable. Je vais également parler, grâce à M. Ducolombier, qui m'a prêté un livre tout à fait intéressant sur l'histoire des infections nosocomiales, de Julien François Genel, qui a été le pharmacien en chef de l'armée d'Orient. Et c'est quelqu'un donc, qui connaît bien la région, puisqu'il a été affecté à Lille et dans les villes de l'Est, après son stage au Val-de-Grâce. Il a été affecté en Algérie, un peu comme tout le monde. Et là, il a été assiégé dans Médéa par Abdelkader, et donc il n'avait plus rien à bouffer. Et il a mis au point une formule d'un bouillon desséché, qui est devenu par la suite identique à celui que Liebig a mis au point et qui est resté davantage connu. Il revient en France, il sera ensuite pharmacien en chef de l'armée d'Orient, et il va jouer un rôle justement à Varna pour expliquer qu'il ne faut surtout plus mettre ensemble les colériques, mais au contraire les disséminer dans des petites tentes, dans des endroits bien aérés, pour éviter la contamination. Il est pharmacien en chef de la garde impériale en 1970, puis pharmacien général inspecteur, et, ce qui vous intéresse plus particulièrement, cofondateur de la faculté catholique de médecine de Lille, dont il a été le premier professeur titulaire de thérapeutique. Alors un autre personnage de la région, c'est Jean-Baptiste Lucien Baudins, qui est né à Aires-sur-la-Lys, et qui lui a été aussi inspecteur général, mais dans la seconde partie de la guerre. Et il s'entendait très bien avec Scrive, qui était le médecin général de l'armée d'Orient. Et il était tout à fait en faveur de l'utilisation du chloroforme, dont il avait prôné l'usage auprès de l'Académie de médecine. Mais il le faisait sous un mode un peu différent de ce que va proposer Scrive. Donc il a écrit lui aussi un livre. Il n'a eu que très peu de temps, parce que le livre va sortir à titre posthume. Ces livres que vous voyez là sont des facsimilés qu'on peut acheter actuellement et qui sont extrêmement intéressants et qui sont la reproduction exacte des livres d'origine.
Alors, Gaspard Léonard Scrive, lui, a été le médecin général de l'armée d'Orient. Alors, il est né à Lille, en 1815, et dans cette famille d'industriels lillois, il fait de brillantes études au collège de Douai, puis des études médicales à l'hôpital militaire de Lille, et il poursuit sa formation au Val-de-Grâce. Donc les Scrives étaient des industriels lillois très renommés, vous voyez leur usine, la Lilloise. La famille était également très riche, mais très ouvert sur la philanthropie, ce qui leur a valu d'ailleurs des remarques assez agressives de la part de Paul Lafargue, qui était le gendre de Marx et qui habitait à l'époque à Marcq-en-Barœul. Alors, ils avaient un hôtel particulier, je vais vous montrer dans un instant, parce qu'il existe toujours, rue du Lombard, et ils ont reçu là tous les grands de ce monde de l'époque, Charles X, Louis-Philippe, Napoléon III, et puis également ouvert sur la société civile avec Victor Hugo, Chopin, etc. Cet hôtel est devenu l'hôtel des affaires culturelles, rue du Lombard, et vous pouvez toujours le voir. Alors, il a fait un court séjour en Algérie. Il a obtenu la chaire de médecine opératoire à l'hôpital de Lille. Il a travaillé à Valenciennes. Et il a été donc désigné comme médecin-chef du corps expéditionnaire français pendant la guerre de Crimée. Il venait d'Oran, en Algérie, où il était en service. Et il va mourir, malheureusement, en 61, à l'âge de 46 ans, des séquelles d'un typhus qu'il a contacté en Crimée. Alors, il a écrit un certain nombre de livres. Je n'en retiendrai qu'un, le dernier, La relation médico-chirurgicale de la campagne d'Orient, depuis Gallipoli jusqu'au traité de paix, et qui est, vous l'avez vu, d'une extrême précision, reproduisant même ses correspondances avec la hiérarchie. Un des problèmes que je voudrais souligner et qui ne s'est pas résolu à l'époque, c'est que le service de santé dépendait de l'intendance. Et ça a été un problème tout le temps. Et aussi bien Scrive que Lévy ou que les autres ont demandé instamment l'autonomie du service de santé. Et elle ne sera obtenue finalement que vers la fin du XIXe siècle. Alors il a écrit ce livre dont on peut se procurer, qui est un fac-similé du livre qu'il avait écrit. Donc l'hôpital militaire Scrive, qui était l'ancienne école des Jésuites à Lille, rue de l'hôpital militaire, a porté le nom d'hôpital militaire Scrive de 1914 à sa fermeture en 1998, où il est devenu un bâtiment de la préfecture du Nord, mais qui gardera quand même l'appellation de préfecture Scrive. Alors, comment se pratiquait, je dirais, la médecine dans ce contexte de guerre ? Eh bien, il y avait également la prise en charge et le transport immédiat des lieux du combat. Donc, il y avait des infirmiers sur place qui faisaient les premiers soins, la médecine de l'avant, et ensuite on transportait les blessés, comme ici, sur des cacolets. C'était des mules qui étaient équipées pour le transport de blessés. Pour vous dire, les Anglais n'en avaient pas et il a fallu que les Français leur en prêtent parce qu'ils n'avaient même pas de quoi transporter leurs blessés. Et puis les tentes, vous voyez, c'était un confort tout à fait rudimentaire. Là, vous voyez, c'est des bottes de paille. Le problème des blessures de guerre va être la pourriture d'hôpital, qui est en quelque sorte la gangrène qui survenait et qui se transmettait d'un malade à l'autre. Bon, il n'y avait pas d'antibiotiques, il y avait très peu d'hygiène, et il y avait donc moins d'ailleurs dans les tentes que dans les grands hôpitaux de l'arrière, à Constantinople, des épidémies de pourriture d'hôpital qui tuaient là un nombre important de blessés. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup plus de morts à Constantinople qu'il y en a eu sur le champ de bataille. Alors vous voyez le transport là, sur brancard, là c'est Camp Robert qui a été blessé. Les soldats craignaient qu'il ne soit tué, et en fait il a survécu, il s'en est sorti. Mais vous voyez dans quelles conditions. Alors, je dis que c'était
dans cette guerre de Crimée, les débuts de l'anesthésie en campagne. Et Gaspard Léonard Scrive a insisté sur ce qu'apportait la possibilité d'anesthésier les blessés, et que lui était tout à fait partisan du chloroforme, et il a estimé que ça avait apporté énormément à l'armée d'Orient. Alors, c'était la première fois que c'était utilisé sur le champ de bataille, et il y avait 3 indications. Une indication par charité pour les malades qui allaient mourir et pour leur éviter des souffrances. Une de nécessité pour la chirurgie, pour faire les amputations, les extractions de balles, le parage des plaies. Et puis une de précaution, ça allait même jusque-là, pour la réalisation de larges pansements pour les plaies douloureuses. Vous voyez ici Scrive réalisant donc une anesthésie au chloroforme pendant la bataille d'Inkerman. Et Baudin, c'était lui en faveur de l'utilisation du cornet de Raynaud que vous voyez là, qui est donc un cylindre entouré de textile, donc, sur lequel on versait le chloroforme. Et ce cornet de Raynaud a été dans l'usage dans la marine jusque la fin du siècle, du 19e siècle. Scrive était, lui, partisan de l'appareil de Charrière. Donc, qui était un appareil, je vais vous montrer dans un instant, un réservoir, une valve, un robinet, qui permettait de contrôler le débit de la concentration inhalée et qui était relié par un masque au malade. Alors, il nous dit qu'ils l'ont administré 25 000 fois sans une mort. Ça, c'est un petit peu douteux. Parce qu'il faut savoir donc, que l'anesthésie au chloroforme se soldait quelquefois par des syncopes blanches, c'est-à-dire syncope adrénalino-chloroformique, qui faisait que les malades faisaient des arrêts cardiaques. Et vous en avez d'excellentes descriptions, dont une dans Van der Merch, Maxence Van der Merch, vous avez une description magnifique d'une syncope blanche à Roubaix. Et Scrive souhaitait donc que chaque ambulance soit équipée de ces appareils que vous voyez ici. Alors Charrière en a fait des quantités industrielles, c'est le cas de le dire, de ces appareils, et il y en a eu de toutes sortes. Celui-là, c'était un de 2e génération par rapport au premier, qui était simplement une espèce de cornu dans lequel il y avait une éponge au fond imbibée de chloroforme. Alors, les avantages sur la compresse, c'était de mesurer la quantité exacte à introduire, de dépenser moins de chloroforme, 2 fois moins. Ça pouvait être délivré par un aide, l'opérateur pouvant se consacrer uniquement à son travail de chirurgien, et d'obtenir l'insensibilité plus rapidement qu'avec la compresse. Alors, un autre médecin qui est intervenu pendant la guerre de Crimée, c'est Nikolaï Pirogov, qui était un chirurgien russe tout à fait remarquable, qui était également en faveur de l'utilisation de l'anesthésie au chloroforme, et qui a mis au point les immobilisations de fractures. Il avait été formé par un chirurgien belge qui était allé en Russie leur apprendre comment faire. Et donc, il avait mis au point ces techniques. Il avait été formé à Riga et il était chirurgien à Odessa. Et il a été transporté à Sébastopol pendant la guerre. Alors là, c'est un autre personnage. Ça, c'est le chef, chirurgien-chef anglais, qui est une belle brute, qui était hostile à l'utilisation des anesthésiques, hostile à l'arrivée d'infirmières. Il a fait tout ce qu'il a pu pour décourager Florence Nightingale et lui en causer tous les ennuis possibles et imaginables. Et pour dire un petit peu son état d'esprit, il disait qu'il aimait à ce que ses patients puissent ressentir le contact du bistouri et que c'était quelque chose qu'il estimait tout à fait souhaitable. Alors, dans cette guerre, donc, vont apparaître les prémices de l'action humanitaire. Alors, il y a Valérie de Gasparin, qui est une Suissesse, qui a fait une campagne de presse. Elle n'est pas allée en Crimée, mais elle a fait une campagne de presse pour attirer l'attention des opinions publiques françaises, anglaises, sur le malheur des soldats de Crimée. Et
Elle a créé par la suite une école qui est très renommée, l'école de la Source à Lausanne, où on a formé des infirmières. Alors, une autre personne extrêmement intéressante, c'est la princesse Yelena Pavlovna, qui était une petite fille de Catherine II, qui a aidé Nicolas Pirogov pour la prise en charge de la chirurgie de guerre à Sébastopol. Et elle a envoyé un contingent d'infirmières qu'elle avait formées, donc qui étaient tout à fait bien adaptées. Et elle contribuera à diffuser l'idée de la Croix-Rouge en Russie lorsqu'elle aura été créée par Henri Dunant. Florence Nightingale, on va parler un peu plus, puisque c'est un peu l'icône de justement cette action humanitaire. Elle a été soutenue au départ par Sidney Herbert, qui était le secrétaire au Foreign Office, et elle va avoir l'autorisation donc de se rendre en Crimée avec 38 infirmières volontaires. Alors, il faut se rappeler qu'à cette époque-là, en Angleterre, infirmière, ce n'était pas un métier. Quand Florence Nightingale a dit à ses parents qu'elle voulait être infirmière, ils ont poussé les hauts cris, c'était une famille respectable, et les infirmières étaient considérées comme des alcooliques et des prostituées, en gros. Donc c'était vraiment la lie de la société, et en fait, ça s'est amélioré par la suite, comme vous savez, mais pendant la guerre de Crimée, Florence Nightingale a eu beaucoup de problèmes avec un certain nombre de ses infirmières qu'elle a dû renvoyer en Angleterre parce qu'ils se comportaient d'une façon pour le moins détestable. Donc, vous voyez que le début, c'est quand même pas forcément quelque chose de très glorieux, mais rentrée en Angleterre, elle a donc créé son école. C'était quelqu'un, on va le voir, qui était remarquable, Florence Nightingale, qui a été considérée comme véritablement un héros, une icône par la suite, mais elle avait un caractère épouvantable. Et quand elle est rentrée en Angleterre, elle s'est mis tout le monde à dos, elle s'est enfermée dans une maison de Gower Street et elle ne voyait plus personne. Et donc c'était quelqu'un qui était, pour les psychiatres et les psychologues qui ont étudié son cas, quelqu'un qui était hautement pathologique. Alors, néanmoins, l'idée fait son chemin, notamment auprès de Rentsch, de Baudins, de Demidov, qu'il faudrait qu'il y ait des infirmiers ou des infirmières qui soient présentes sur le champ de bataille. Donc voilà la princesse Yelena Pavlovna, et puis Valérie de Gasparin, et voilà donc Florence Nightingale, qui donc a débarqué à Scutari, au grand dam des chirurgiens anglais qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour la décourager. Alors elle est connue comme la dame à la lampe, parce qu'elle se promenait la nuit auprès des malades pour les veiller, pour les encourager. Et il y a un livre que vous pouvez lire également, que je recommande, qui est intéressant, de Gilbert Sinoué, qui s'appelle La Dame à la lampe, qui est l'histoire de Florence Nightingale. Voilà, elle se promenait pour visiter les malades. Et alors elle a une idée aussi un peu curieuse et géniale, on peut dire, c'est de faire venir un cuisinier d'origine française, Alexis Soyer, qui était cuisinier à Londres, et donc de proposer de faire une cuisine quasiment gastronomique pour les soldats, pour leur remonter le moral et faire en sorte que ce ne soit pas la tambouille habituelle des soldats. Alors, un autre aspect moderne, je dirais, de cette guerre de Crimée, ça a été l'apparition des correspondants de guerre qui ont été envoyés, et des photographes de guerre, en particulier l'un qui est bien connu maintenant, qui s'appelle Roger Fenton, et qui avait fait le premier reportage photographique de la guerre. Alors, ça avait été demandé par la reine Victoria, parce que depuis l'article du Times qui avait attiré l'attention du public anglais sur les mauvaises conditions dans lesquelles se situait l'armée anglaise, il avait fallu essayer de remonter la pente, et essayer de démontrer à l'opinion publique que, malgré tout, ce qu'était la guerre, mais aussi ce qui était fait pour les soldats. Et vous voyez donc l'empathie qui se dégage d'un cliché comme celui-là, et à l'inverse,
je dirais, le côté assez dramatique d'un cliché comme celui-ci, qui s'appelle La vallée de la mort, de l'ombre de la mort. Et on voit tous ces boulets qui jonchent le sol. Alors, je terminerai avec cette phrase de Jean-Jacques Ferrandis, qui a dit « La guerre de Crimée est considérée au plan sanitaire comme un désastre. » Effectivement, 500 000 morts. Mais le désastre aurait pu être immense sans le talent du médecin-chef de l'armée d'Orient, le médecin principal Gaspard Léonard Scrive. Si je me suis intéressé à cette guerre de Crimée, c'est à cause de lui, parce qu'initialement, donc, c'est en étudiant son personnage, sa vie, son œuvre, que je m'étais intéressé. Et donc c'est quelqu'un dont il faut garder la mémoire ici à Lille, car il a fait de grandes choses. Je vous remercie de votre attention.